Donc ça, on est d'accord là-dessus. Deuxième mécanisme sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que pour une raison analogue, il y a maintenant davantage d'investissements dans l'immobilier et dans les actifs financiers. Pourquoi? Parce que grâce à la possibilité de refinancer des investissements par la Banque centrale, des investissements deviennent, ce type d'investissement deviennent artificiellement liquides. Sans la création monétaire, le volume de ce marché-là serait beaucoup plus faible. Vous trouvez des acheteurs lorsqu'il y a une valeur, mais il faut attendre plus ou moins longtemps. Surtout si vous souhaitez réaliser un bon prix. Là, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à refinancer au prix courant du marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le risque de ce type d'investissement est faible, plus faible qu'il aurait été autrement, et que, donc, il y a maintenant une plus forte incitation, à rendement égal, de placer son épargne dans ces biens-là. Et du coup, donc, on observe le phénomène qui est douloureux pour ceux qui sont en train d'acheter une maison, etc., à savoir que les prix de l'immobilier s'envolent. Les prix des actifs financiers, surtout, bon, la dette grecque c'est autre chose, mais les actions, etc., même en temps de crise, sont très très fortement une valeur très, très importante. Et ceci résulte, entre autres, justement de cette liquidité artificielle. Puisqu'il y a davantage une évaluation plus forte de ces actifs-là, forcément, ceci va au détriment de l'épargne disponible pour d'autres types d'investissements, notamment dans la production. Donc là, on se met facilement d'accord là-dessus. Il y en a qui sont contents, et il y en a d'autres qui sont moins contents. Et puis, il y a aussi d'autres conséquences que les Autrichiens qualifient d'imaginaires. C'est-à-dire, ce sont les conséquences qui, dans la théorie, dans les théories privilégiées par les banques centrales, entraînent des conséquences positives, mais qui ne sont pas, qui n'obtiennent pas vraiment. Là, on n'a pas le temps de parcourir toutes ces conséquences, mais c'est relativement facile pour vous de les trouver. Il suffit de regarder sur Internet sur les banques centrales. Donc, par exemple, la Banque centrale européenne a toute une section sur son site lorsqu'elle parle de la politique monétaire sur les mécanismes de transmission. Donc ça, c'est le jargon de ceux qui écrivent sur la politique monétaire, les mécanismes de transmission. Et parmi ces mécanismes de transmission, on a notamment l'idée, voilà, grâce à la création de crédits fiduciaires, je peux réduire les taux d'intérêt et donc favoriser l'investissement. Là, on a donc la théorie autrichienne qui nous dit, oui, c'est vrai, vous facilitez l'investissement, mais déjà, c'est pas certain. Et même si ça se passe, c'est pas forcément une bonne chose, parce que justement, ça pourrait être le mauvais type d'investissement. Il peut y avoir des déséquilibres intertemporels. Il y a une autre théorie donc, qui veut dire, voilà, puisqu'on favorise la consommation, là, tout le monde est d'accord là-dessus, et puis les économistes keynésiens sont très contents, puisqu'il y a davantage de consommation, de dépenses à la consommation, ceci va favoriser la croissance. Voilà. Et donc là, ils ont complètement tort sur ce point. Il y a d'autres conférences qu'on a eues sur le sujet, donc ce n'est pas nécessaire que je me répète là-dessus. Mais il y a le grand classique, grâce au crédit fiduciaire, on peut réduire le taux de change par rapport au dollar, par rapport au yen, par rapport à la livre britannique. Donc on va s'enrichir parce qu'on va favoriser nos exportations. C'est vrai qu'on est des salauds parce que nous, on baisse le taux de change, donc pour eux, c'est plus élevé. Eux, ils vont exporter moins. Nous, on va devenir plus riches. Eux, ils s'appauvrissent. C'est également donc une erreur sur laquelle je peux revenir ultérieurement si vous le souhaitez. L'erreur de base dans tous ces raisonnements, et c'est ça le point important à réaliser, l'erreur de base consiste chaque fois à généraliser un raisonnement microéconomique ceteris paribus. Le raisonnement microéconomique concerne toujours donc, une firme individuelle, comportement d'un ménage individuel, étant donné le reste de l'économie. Et on suppose que le reste ne bouge pas. Donc ici, l'erreur consiste à dire, voilà, je favorise par le crédit fiduciaire telle et telle entreprise. Et c'est vrai, le crédit fiduciaire fait que cette entreprise peut utiliser davantage de ressources. Et je fais comme si il n'y a pas de répercussion sur le reste du système économique.
Comme on a vu, il y a déjà deux répercussions importantes. Premièrement, il y a moins de ressources disponibles pour le reste de l'économie. Première chose. Ce n'est pas parce qu'on favorise l'activité dans un secteur stimulé par le crédit fiduciaire qu'il y a une augmentation globale. Pas du tout la même chose. Deuxièmement, le crédit fiduciaire se fait justement par la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire tous les prix vont finalement commencer à augmenter. C'est-à-dire, même pour le secteur qui initialement est favorisé, parce qu'ils ont davantage une plus grande facilité de financement, il se peut que leur projet ne se compte pas finalement. Parce qu'eux, ils ont escompté donc, des prix, des coûts dans leur projet. Voilà, donc j'ai un projet de 3 ans, etc. Donc là, je suis financé. Et je suppose, voilà, le financement va rester grosso modo l'évolution des prix comme ils auraient évolué en absence de ce crédit. Mais le crédit lui-même fait qu'il y a donc maintenant une tendance à l'augmentation des prix. Donc il se peut que mes coûts deviennent trop importants par rapport à mes revenus. Donc déjà, donc, sur le plan global, il n'y a aucune raison pour laquelle ceci devrait donc faciliter la croissance. Même pour les projets individuels, d'un point de vue microéconomique, ce n'est pas du tout certain que le projet puisse être soutenable. Donc ça, c'est l'erreur de base, et il faut bien noter ça. Et ça, c'est une erreur systématique dans toute la théorie keynésienne. Chaque fois, Keynes généralise, donc tout le raisonnement macroéconomique consiste surtout à dire oui, on ne peut pas rester sur le plan de la microéconomie parce qu'on ne peut pas généraliser le comportement individuel. Pas toujours. Et c'est correct. Et c'est justement cette erreur-là qui est répétée constamment dans la réflexion keynésienne, à partir du paradoxe de l'épargne, rôle du crédit, etc. C'est toujours la même chose. On raisonne à partir d'un scénario microéconomique et puis on généralise. Et on ne prend pas en considération que les répercussions sur le système économique dans son ensemble créent en fait des conséquences diamétralement opposées par rapport à celles supposées par les keynésiens. Donc en conclusion, c'est en fait il existe quelque chose comme le crédit malin, le mauvais crédit, le crédit désavantageux. Il y a des bons types de crédit de marchandises, il y a un mauvais type de crédit, d'un point de vue global, qui est donc le crédit fiduciaire. Les conséquences pratiques aujourd'hui sont énormes, parce que justement le crédit fiduciaire a une dimension très très importante. Et il convient donc non seulement d'en parler, mais aussi de réfléchir sur la manière dont on peut s'en débarrasser. Ça, c'est un grand problème pratique qui va certainement nous occuper dans les années à venir. Et c'est donc un sujet pour des beaux projets de recherche pour vous. Comment est-ce qu'on peut sortir d'une économie d'endettement? Voilà, merci de votre attention. Merci Guido.